Monsieur le ministre, vous m'aviez demandé la parole pour faire une brève explication pour des propos, alors je vous laisse la parole. Ça va être une lecture rapide, Madame la Présidente. Je vous lis le titre du projet de loi numéro 13, « Loi visant à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la population en modifiant diverses dispositions ». Ça faisait deux fois qu'il y avait une référence en disant que c'était juste le sentiment de sécurité. Je vais vous rassurer, c'est le sentiment et la sécurité, Madame la Présidente. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Donc, nous poursuivons. Madame la députée de Sherbrooke, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est un projet de loi qui touche de nombreux sujets. Ma collègue vient d'en faire l'étalage. Je vais commencer par prendre la parole à propos du registre qui figure dans ce projet de loi. Je comprends l'intention du ministre là, de protéger les citoyens face à des délinquants sexuels qui n'ont pas pu être réhabilités et qui doivent quand même être remis en liberté malgré un risque élevé de récidive. Je vais être honnête, moi, au départ, je ne comprenais pas pourquoi le ministre avait ciblé spécifiquement les délinquants sexuels, puis j'avais tendance à privilégier ou avoir de l'intérêt pour que le registre couvre aussi les personnes à risque de récidive en violence conjugale, qui est un fléau. Mais à la lumière des consultations, je dois vous dire que ma pensée a vraiment beaucoup évolué là-dessus, puis à ce stade-ci, moi, je pense que le registre est une fausse bonne idée et qu'on ne devrait pas aller de l'avant avec ça de point de vue législatif. Le ministre lui-même l'a dit à plusieurs reprises qu'il y avait dans le passé des réticences par rapport à un registre public comme celle-là. Je pense qu'il avait potentiellement de bonnes intuitions qui mériteraient d'être suivies. D'abord, effectivement, les effets sur la prévention ne sont pas démontrés. Ça a été démontré par la recherche qu'il n'y a pas d'effet sur le risque de récidive. Quand même, une recherche qui recoupait plusieurs centaines de milliers de personnes suivies dans des registres là, en Amérique du Nord. Donc, pas d'effet sur les risques de récidive, mais quand même plusieurs effets collatéraux, notamment la revictimisation des victimes, la question des proches des agresseurs aussi, qui n'ont rien à voir là-dedans, mais qui pourraient se retrouver ciblés. Et moi, je dois vous dire que là où j'ai basculé au niveau de ma position, c'est quand il a été question de l'effet de stigmatisation des agresseurs qui augmente le risque de récidive. Moi, j'étais hésitante et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être convaincue que c'était une mauvaise idée. Les experts sont venus nous dire sans aucune ambiguïté que le fait, par exemple, d'avoir de la difficulté à se trouver un logement et à le garder, le fait d'avoir de la difficulté à se trouver un emploi et à le garder, l'isolement, c'est des facteurs de risque qui favorisent la récidive. Et on va se le dire, c'est assez clair que l'effet de se retrouver dans un registre public, ça a clairement ce résultat-là, de rendre beaucoup plus compliqué de maintenir un logement, d'en trouver un, même chose pour l'emploi, même chose pour l'isolement. Donc, il me semble clair que de figurer dans un registre comme ça, si ça réunit des conditions qui favorisent le risque de récidive, on est tout à fait loin de l'objectif. Puis moi, l'objectif avec le ministre, je le partage. J'avais de l'intérêt pour ça, mais à partir du moment où on nous dit qu'on crée des conditions où on augmente le risque de récidive des personnes qui se retrouvent dans le registre, je pense qu'on n'est pas sur la bonne piste de solution. Sans compter qu'effectivement, ça a été mentionné par ma collègue, la vaste majorité des agressions sexuelles sont commises par une personne qui est très connue de la victime. Donc, le registre viendrait nourrir un stéréotype voulant que les agressions sexuelles sont commises par des étrangers. Ça a un effet contre-productif pour la prévention, malheureusement. Donc, si on ajoute à ça tout le potentiel de créer des situations qui ont un effet d'augmenter le risque de récidive pour les délinquants sexuels, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber l'idée d'un registre public. Puis les services policiers ont mentionné clairement leur besoin d'avoir eux-mêmes accès à un registre qui serait plus efficace que ce qu'il y a en ce moment. Ça, je l'ai entendu. Par contre, je ne vois pas la nécessité qu'il soit public. Donc, il y a clairement un besoin là, de s'assurer que leur registre est fonctionnel, qu'ils y ont tous accès, ce qui ne semble pas du tout être le cas en ce moment, malheureusement, là, pour le registre qui est en place. Je pense que ça, c'est un problème à régler, assurément, bien avant de mettre en place un régime public. Donc, moi, je recommande à ce stade-ci qu'on retire tout ce qui concerne le registre du projet de loi, que le ministre consacre plutôt les fonds qui étaient prévus pour ça, parce qu'il y en avait quand même, à l'amélioration du registre interne des policiers, parce que c'est un besoin qui a été quand même nommé clairement, puis à l'augmentation aussi du financement puis de la réhabilitation en milieu carcéral, parce que ça nous a été nommé que c'est déficient, à vrai dire, la réhabilitation, puis c'est un moment où on doit agir, le moment où ces personnes-là sont incarcérées. En ce moment, il n'y en a pratiquement pas de réhabilitation qui se fait et c'est un problème.
D'ailleurs, le financement pour ça a été diminué alors qu'il y en avait déjà à peine. Donc, moi, je pense que c'est là qu'on devrait agir. C'est ça, j'incite le ministre à remettre en question là, le projet de ministre parce que ces objectifs, on peut probablement les atteindre autrement et mieux encore qu'avec un registre public. Je l'incite à poursuivre sa réflexion par rapport à la loi de Claire. J'ai entendu qu'il était ambivalent à l'idée de l'inclure dans ce projet de loi-ci plutôt que de faire un projet de loi à part, qu'il hésitait entre les deux. Moi, je l'encourage vivement à aller d'avant dans le cadre de ce projet de loi-ci. On connaît tous ici la conjoncture, là, qu'on est en fin de législature. C'est très clair que quand on va inclure éventuellement dans une loi des articles inspirés là, de la loi de Claire pour soutenir les victimes, ça va prendre un certain temps à mettre en place. Ça va prendre plusieurs mois avant que ça puisse entrer en vigueur, puis que ça soit effectif, puis que ça fasse une réelle différence. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de perdre peut-être une année si on ne va pas de l'avant avant l'été, donc le plus tôt possible dans le cadre de ce projet de loi-ci. Ça pourrait prendre beaucoup de temps avant qu'un prochain gouvernement puisse étudier un projet de loi là-dessus. Puis si on calcule encore peut-être un an avant que ça puisse entrer en vigueur, ça commence à nous retarder beaucoup. Donc moi, j'encourage le ministre à l'inclure dans le projet de loi qui est à l'étude. On parle de quoi ici avec la loi de Claire? Essentiellement deux choses. Le droit de demander l'accès aux antécédents judiciaires. Donc, toute personne qui craint pour sa sécurité ou celle d'un proche pourrait demander à la police si un partenaire actuel ou potentiel a des antécédents de violence ou d'abus, comportement coercitif, harcèlement, condamnation ou toute information policière pertinente à cet effet-là. Et aussi le droit d'être informé sans consentement par la police. Donc, la police pourrait, même sans se le faire demander, divulguer à une personne qu'elle est en danger si elle dispose d'informations pertinentes sur les antécédents violents d'un partenaire. Ces deux dispositions qui existent déjà ailleurs. On nous a notamment fait état de la Saskatchewan où c'est très utile. On nous a suggéré de s'inspirer de ce qui a été fait en Saskatchewan là-dessus. Ça permettrait vraiment de répondre aux cris du cœur des victimes qui veulent être mieux informées quand elles sont dans une relation avec quelqu'un. Puis les policiers eux-mêmes ont lancé un cri du cœur important quand même en audition. Ils nous ont partagé là, que ça leur brise le cœur parfois d'intervenir dans une situation d'appel, par exemple, pour de la violence, de savoir que la femme qui est là est en danger si elle reste dans cette relation-là, parce qu'eux connaissent les antécédents de la personne qui est là, savent que c'est un récidiviste, et de ne pas avoir le droit de lui dire qu'elle est en danger dans cette relation-là. Eux-mêmes, ça les dérange, et ils ont mentionné avoir le besoin de pouvoir dire aux personnes quand ils sentent qu'elle est en danger. Donc, j'encourage vraiment le ministre à aller de l'avant avec ça. On est déjà à 6 féminicides, on est encore dans les premières semaines de l'année. On a la responsabilité de poser tous les gestes qui peuvent réduire les risques pour les femmes. Puis évidemment, ce n'est pas un seul geste qui va éliminer les risques de féminicide. Ça en prend plusieurs. Il y en a déjà dans le projet de loi, d'ailleurs, notamment le référencement des hommes violents aux organismes spécialisés pour les accompagner là-dedans, notamment le fait de signaler aux victimes quand un agresseur est remis en liberté. C'est des bonnes dispositions, mais celle de la loi de Claire viendrait vraiment faire une différence majeure dans la vie de milliers de femmes. Puis moi, je ne veux pas qu'on attende pour inscrire ça dans une loi. Surtout que le ministre le sait que ça va être long avant que ça puisse entrer en vigueur. Donc moi, c'est la raison pour laquelle j'en appelle à ce qu'on procède maintenant. Peut-être que si on le fait maintenant, dans un an, ça pourra être en vigueur, alors que si on ne le fait pas maintenant, dans un an, on n'aura même pas de projet de loi pour ça. Donc, voilà. Après, il y a d'autres volets, évidemment, dans le projet de loi. Concernant le volet qui touche les manifestations, nous, c'est sûr que on a plusieurs questions par rapport à ça. Là, on accueille positivement l'interdiction de manifester à proximité des résidences des élus, l'interdiction d'avoir en sa possession des objets qui pourraient poser des risques pour le public aussi, mais c'est sûr qu'on a des craintes sur les effets de risque de profilage qu'il pourrait y avoir en lien avec ça. Tout est vraiment dans l'application de ça, qu'il n'y ait pas d'abus. Donc, il faut bien baliser les modalités. On va avoir l'occasion d'en discuter à l'étude détaillée du projet de loi. On est aussi d'accord avec la volonté d'interdire aux groupes criminels d'afficher leurs couleurs. Ça crée des situations d'intimidation là, au sein de la population. On a parlé des commerçants, dans les communautés autochtones, ça a été nommé aussi. Donc, c'est un problème qu'on peut régler.
Ça va être important de définir clairement c'est quoi un groupe criminalisé pour éviter qu'il y ait des dérapages politiques. Je pense que le ministre est déjà sensible à ça. Il nous a laissé entendre qu'il avait l'intention de se baser sur le SRCQ pour cette liste-là. Ça semble la meilleure option là, à privilégier pour éviter les dérapages. Finalement, on accueille aussi positivement la possibilité de mutualiser les services entre corps policiers et la possibilité pour les corps de police autochtones de créer une régie. Par contre, on invite aussi le ministre à donner suite à la demande des groupes autochtones de reconnaître officiellement que leurs services policiers sont des services essentiels. J'ai cru comprendre que c'est une demande de très longue date. C'est d'ailleurs appuyé par le protecteur du citoyen qui nous a écrit à cet effet. Donc, comme le ministre de la Sécurité publique est aussi ministre des Affaires autochtones, il est bien placé pour donner suite à ça. C'est peut-être pas dans le cadre de ce projet de loi que ce sera le meilleur endroit, mais clairement, c'est une demande urgente. Puis certains ont fait valoir que les groupes criminels choisissent de mettre leur énergie aux endroits où ils sentent qu'il y a plus de fragilité dans le système. Et de toute évidence, quand on ne donne pas les moyens à certains corps de police, ça devient des endroits plus fragiles, donc plus exposés à de la criminalité. Donc, on peut agir là-dessus. Donc, comme j'ai nommé, il y a plusieurs éléments dans le projet de loi avec lesquels on est d'accord. J'en ai nommé plusieurs. Donc, on va voter en faveur du principe, mais je réitère quand même qu'on a une réserve importante là, sur le registre. Pour moi, ça devrait être retiré. C'est pas prudent de mettre ça là. Il y a aucun, on n'a aucune certitude qu'il y aurait un effet sur la prévention, mais on a une certitude qu'il peut y avoir des effets collatéraux dérangeants pour les victimes et aussi pour augmenter même le risque de récidive des personnes qui se retrouvent sur la liste. Et ça, pour moi, ça incite à s'abstenir de créer un registre qui serait public. Le registre pour les corps policiers, il reste important qu'il soit fonctionnel. Donc voilà, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée.